Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séquence C'est positif. Et sans plus attendre, je donne tout de suite la parole à Émilie Charrier, qui est chargée d'études en architecture au CIE de Loire-Atlantique et qui nous accueille ce matin. Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce deuxième volet du C'est positif de cette année 2023 sur le thème de faire avec l'existant. Un premier volet qui avait eu lieu en mai 2023 sur la thématique plutôt d'habitat collectif, et aujourd'hui on va parler des équipements avec notamment le projet de réhabilitation du collège de Blain avec du coup Bruno Trouvalet qui est présent pour de l'agence Urban Makers, et puis le réaménagement de la cour de collège de Donge avec Laurence Robert et Sébastien Argan de l'agence La Terre Ferme qui sont aussi présents. Et on a aussi d'ailleurs Madame Derrienne du département qui va pouvoir aussi nous présenter la démarche du 44 sur la thématique de la réhabilitation des collèges du territoire. Donc voilà. Merci encore pour votre venue et puis bonne présentation. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir Émilie. Allez, ça va se donner un peu d'énergie pour commencer. Donc, je me présente Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild. On est co-organisateur des C'est positifs avec les différents CAE des Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, on est ravis d'être ici en Loire-Atlantique. Alors pour Novabuild, un petit mot. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association. On regroupe les acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement en Pays de la Loire. On a plus de 400 adhérents. Plutôt des personnes morales, des entreprises, des collectivités engagées sur la construction durable, pour dire un petit peu rapidement. Et on accompagne nos adhérents dans toutes leurs démarches, on va dire, vertueuses ou qui rentrent dans des objectifs d'atténuation, d'adaptation, de biodiversité, de circularité. C'est nos 4 grands objectifs à Novabuild. Et on a créé, il y a maintenant 4 ans, une revue de projet avec les CAE qui consiste à échanger ensemble sur des projets qu'on a sélectionnés ou qui nous semblent exemplaires, intéressants. Et aujourd'hui, on va aborder une question qui nous semble essentielle, c'est la question du faire avec l'existant, de conserver avant de démolir, de entretenir le patrimoine, de préserver des ressources, et aussi, on en parlera j'espère aussi tout à l'heure, de préserver, de réduire la quantité de carbone qu'on émet dans l'atmosphère. On sait pour dire rapidement, entre 2 écoles, une qu'on va démolir pour en reconstruire une autre et une qu'on va conserver et réaménager, il y a à peu près 50% d'émissions de carbone en moins dans le projet de conservation et rénovation. Donc ça joue aussi sur ces questions-là. Donc la revue de projet, elle est ouverte à toutes et tous. Je sais que vous êtes de différentes, vous représentez ici différentes structures, vous êtes tout à fait habilités à nous envoyer, à nous faire part, que ce soit au CIE ou à Novabuild, votre envie de partager un projet avec nous. On aime bien avec le CIE de Loire-Atlantique, et c'est une des choses qu'on aime bien faire avec eux, c'est de trouver une thématique. Donc cette année, on a pris faire avec l'existant, et les deux C'est positifs de l'année sont sur ce sujet-là. On renouvellera les thématiques, je pense, l'année prochaine, mais n'hésitez pas même à nous faire part de vos souhaits sur différents types de sujets. Aujourd'hui, on va voir des bâtiments, mais aussi un aménagement à l'extérieur. Tout ça pour vous dire que les revues de projet ne sont pas limitées à des bâtiments, mais ça peut être aussi des aménagements de centre-ville, voire des infrastructures. Ça nous est arrivé avec le département de Loire-Atlantique de faire une revue de projet sur des ponts. C'était les ponts de Touareg, c'est ça. Voilà, vous pouvez nous présenter différents types de projets. Et donc aujourd'hui, on est sur deux ouvrages qui appartiennent au département, et ça nous plaît bien aussi, on est super content de pouvoir présenter la stratégie d'un maître d'ouvrage engagé qui fait des choix à la fois politiques, mais qui ont une traduction technique qui nous intéresse. Et donc on va passer la matinée entière avec le département de Loire-Atlantique
sur 2 collèges avec 2 angles complètement différents. Là, on va regarder plutôt une rénovation thermique et une rénovation d'usage. Et puis, on ira voir aussi des aménagements de cours, d'écoles. Là, c'est le cours d'un collège. On sait que c'est un grand mouvement qui a été enclenché il y a quelques années. Et il y a encore beaucoup à faire dans les cours d'école. Donc, on va pouvoir échanger sur tout ça entre nous. L'idée est, au moment de la présentation, c'est à peu près 20 minutes, enfin à peu près, c'est 20 minutes maximum pour l'intervenant, et après on a 40 minutes ensemble d'échange. Donc préparez vos questions, notez, je vois que vous avez des cahiers, etc. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Il y en a un qui vient de se dire, tiens, zut, j'avais pas de cahier, mais tu as une très bonne mémoire, je crois, Cyril, donc pas de problème. Donc préparez vos questions. Puisque je vous disais qu'on est ravis de faire ce travail avec le département, on a, de façon un peu exceptionnelle, hein, d'habitude dans les positifs, on rentre directement dans les projets, mais on a demandé au département de Loire-Atlantique de nous faire un petit panorama du patrimoine et de la façon dont le département gère son patrimoine. Et donc on a la chance d'avoir Marie Derrienec qui est avec nous et qui nous fait une présentation pour un quart d'heure, 20 minutes de ce patrimoine bâti. Vous êtes adjointe technique au département de Loire-Atlantique et je vous donne donc la parole pour un maximum de 20 minutes. Alors là, Elisabeth. Donc, bonjour à tous, effectivement, Madame Derrienec, je travaille à la direction du patrimoine immobilier du département de Loire-Atlantique, donc depuis 6 ans maintenant, et j'interviens à la fois en tant que conductrice d'opération, en fait, par exemple sur l'opération du Galinet, j'étais conductrice d'opération, et aussi en fait de manière transversale, en fait, pour accompagner tous les collègues sur un peu tous les projets, sur tous les cas d'école qu'on peut avoir sur tous les projets, et sur aussi l'élaboration de référentiels constructifs, en fait, autant pour les collèges dont on va beaucoup parler ici, mais aussi pour les établissements départementaux des solidarités, les centres d'intervention routiers, etc., etc. Alors, le département, c'est 83 collèges publics aujourd'hui, avec forcément des années de construction qui sont échelonnées sur des dizaines et des dizaines d'années. En ce moment, on est en train de réhabiliter des bâtiments qui datent de 1896, donc vous voyez, voilà, les derniers collèges sont en train de sortir pour être ouverts en 2024. Donc forcément, on a des modes constructifs complètement différents. On a aussi des collèges qui répondaient très bien en fait à la fonctionnalité des années 50, 60, 70, où les constructions étaient massives parce que la démographie, elle, augmentait fortement à ces périodes-là, qu'il a fallu construire vraiment avec du coup des collèges qui se ressemblent beaucoup en termes de trame. Et aujourd'hui, en fait, ces collèges ne répondent plus forcément à la fonctionnalité et aux méthodes pédagogiques aujourd'hui, donc on est amené en fait à les faire évoluer. Autant parce que des fois c'était un collège pour 500 enfants et aujourd'hui ils sont 700, autant parce que des fois ça répond plus du tout aux besoins pédagogiques et puis les usages en fait, les usages autant du bâtiment que des extérieurs en fait, finalement on va en parler aussi beaucoup avec les cours aujourd'hui. Donc ça répondait vraiment plus et donc on se retrouve en fait à réhabiliter. Là sur le mandat on projette la réhabilitation en fait des grosses réhabilitations d'une vingtaine de collèges, avec la construction de 8 collèges neufs. C'est un peu notre ligne guide là, sur le mandat présent. Il faut aussi rénover, en fait, au-delà de la fonctionnalité, c'est de la rénovation énergétique. Parce que les collèges, aujourd'hui, pour le département de Loire-Atlantique, c'est les 3/4 de nos surfaces. Et ça représente 2/3 de nos dépenses, toute énergie primaire confondue. Donc, en fait, c'est une nécessité pour nous d'aller réduire, en fait, ces coûts de fonctionnement. Sachant qu'on vise en fait en théorie moins 40% de conso à chaque réhabilitation énergétique. En vérité, on ne les atteint pas encore tout à fait. Ce qu'on a constaté plutôt sur les 5-10 dernières opérations, c'était plutôt moins 30%. Mais on a quand même bon espoir que les premières réhabilitations énergétiques avec pose de panneaux photovoltaïques, en fait, on a un chantier qui démarre là, qu'on arrive en fait à aller atteindre ce BBC rénovation et c'est moins 40%. Voilà. Et puis quand on vient faire des travaux dans les collèges, en fait, ça vient aussi renforcer l'attractivité des collèges. Et on a vraiment remarqué que parfois, il y a des collèges qui sont évités parce que les bâtiments, ils ont l'air vétustes et qu'à côté, il y a un collège neuf et que ça demande des dérogations en fait, pour pouvoir aller dans un collège ou dans un autre où ça part vers le privé parce que le collège public, on se dit c'est pas possible, j'y étais il y a 35 ans, il est dans le même état. Enfin, donc quelque part, rénover les collèges, c'est aussi renforcer leur attractivité.
Alors, j'ai regardé un peu ce qu'on avait pu livrer en fait, voilà, depuis 2015. Donc, on a 5 opérations en fait de réhabilitation énergétique qui ont été livrées. On a 5 opérations qui sont en cours à différents stades en fait. On en a 3 en travaux. Et on a 5 opérations de réhabilitation énergétique qui vont être lancées d'ici la fin du mandat pour des travaux voilà, qui devront être réceptionnés à la fin des années 2020 et début des années 2030. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire sur nos réhabilitations énergétiques à 98% du temps, ce sont des travaux en site occupé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un exemple en ce moment où on est en train de, j'en parlerai juste après, mais on est en train de réhabiliter un ancien lycée qui est vide, qui a les élèves hors les murs en fait. Mais la plupart du temps, on est sur des travaux en site occupé. C'est des chantiers qui durent minimum 18 mois, maximum 3 ans. Au-delà de 18 mois et 2 étés, ça devient compliqué pour tout le monde. Clairement, il y a des collégiens à 3 ans de chantier, 4 ans de collège, vous voyez, ils auront connu le collège en chantier. C'est compliqué pour les élèves, c'est compliqué pour les enseignants, c'est compliqué pour les architectes et leurs co-traitants, c'est compliqué pour la maîtrise d'ouvrage. Enfin, voilà. Donc finalement, des fois, on se pose aussi, nous, la question, est-ce qu'il faut faire 1, 2, 3 opérations comme on a pu le faire sur certains collèges? Parce qu'un coup, on vient faire du fonctionnel uniquement, un coup, on vient faire de la réhabilitation énergétique uniquement, et un coup, on fait tout d'un coup, mais là, ça dure 3 ans, et finalement, voilà, ça peut être très, très, très intense. Quand on fait des réhabilitations énergétiques, on va venir isoler thermiquement par l'extérieur quasiment tout le temps, des fois par l'intérieur parce qu'on peut avoir quelques façades selon le patrimoine qui sont classées. La plupart du temps, on remplace les menuiseries extérieures et donc ça conditionne aussi finalement le temps de chantier et le fait d'avoir ou non à remplacer les menuiseries extérieures, ça conditionne l'intervention finalement. Est-ce qu'on va venir intervenir exclusivement par l'extérieur en mettant des murs à ossature bois, ou est-ce qu'au contraire on va tout faire au fil de l'eau? On l'a fait aussi avec un échafaudage, quoi. Alors la durée de chantier n'est pas la même. On va venir aussi travailler sur les systèmes de chauffage, soit on remplace à l'identique, soit on change de mode de chauffage. Et quand on change les chaudières, en général, on change tous les réseaux et tous les terminaux. Donc on va venir intervenir vraiment partout dans toutes les salles de classe avec un phasage que nos OPC adorent. Et puis, on va venir aussi créer ou remplacer des systèmes de ventilation, mais la plupart du temps les créer finalement, et puis remplacer les installations d'éclairage. J'ai voulu vous mettre quelques exemples de ce qui avait pu être fait au département ces dernières années. Donc, alors sur la première photo, j'ai retrouvé un montage avant-après, mais vous connaissez le patrimoine en fait de collège sans doute du département, et donc ce qu'on voit avant, c'est finalement en fait le collège type qu'on a beaucoup de nos années 60. Donc là, c'est le collège Jacques Brel à Guérande. Pour le coup, les menuiseries avaient été changées assez récemment par rapport à notre intervention, et donc c'est un des collèges où on n'a pas changé les menuiseries. Et du coup, on est venu mettre un échafaudage façade par façade et on n'a pas travaillé en mob sur ce collège-là. On ne fait pas beaucoup, ça dure un petit peu plus longtemps. Pour le coup, c'est moins onéreux en fait de travailler comme ça. Mais on a pu le faire essentiellement parce qu'on ne remplaçait pas les menuiseries. À droite, on a le collège Sainte-Luce-sur-Loire, Larentière, donc qui a été réhabilité avec une réception de travaux en 2017. Donc à gauche, c'était Axence, à droite, c'est Athéna. En dessous, donc vous voyez peut-être pas trop avec le soleil, mais Monsieur Trovelet et Monsieur Desfaux vont en parler après, c'est le collège Le Galinet à Blain, donc je vais pas m'attarder dessus. Au Galinet, en fait, on a fait une réhabilitation énergétique, on est venu aussi agrandir et restructurer toute la demi-pension. Donc voilà, on a touché à la demi-pension et à tout le collège d'un point de vue réhabilitation énergétique. Donc on est sur un entre-deux finalement. On n'est pas uniquement sur la réhabilitation énergétique, mais on n'est pas non plus sur une réhabilitation fonctionnelle globale parce qu'on n'a pas touché du tout aux salles de classe. Qui permet de rester dans les 18 mois de travaux acceptables pour tout le monde. En haut à gauche, on a la Ville aux Roses à Châteaubriand, donc, où il y a eu une grosse opération de 3 ans qui s'est achevée là en début d'année. Et en bas à droite, pareil, je pense qu'avec le soleil c'est peut-être compliqué, mais c'est un chantier qui est en cours, c'est le collège René Guicadou à Ancenis, où là on est sur 3 ans de travaux et on est partout. Et voilà, on en a encore pour quelques mois. Et donc c'est ARS qui est en train de faire ça pour nous. Ici c'est c'est l'exemple de site non occupé, voilà. Et pour le coup qui est piloté aussi en mandat par Loire-Atlantique Développement. Donc on est dans leurs locaux, je tenais quand même à le souligner. C'est l'ex-lycée Vial en fait qui est à Nantes,
quartier Guisteau, en fait, c'est rue du 14 juillet. Et là, en fait, finalement, on a des bâtiments qui s'étalent de 1896 à le dernier, c'était 1980 et quelques. Donc, c'est très intéressant en fait de travailler là-dessus parce que selon les bâtiments, on n'est pas venu du tout travailler la même chose. On va avoir de la pierre de tuffeau, d'autres bâtiments qui étaient moins qualitatifs. Des fois, on travaille en ITI, des fois, on a travaillé en ITE, des fois, on travaille en enduit, comme sur la photo de droite, ou alors on a travaillé en bardage. Donc c'est vrai que quand on a connu le site du temps du lycée, si certains d'entre vous connaissent, et donc le collège qui va ouvrir l'année prochaine, ça n'a effectivement plus rien à voir. Voilà pour la partie réhabilitation énergétique. Et donc aujourd'hui, on va aussi parler de la végétalisation des cours. C'est un enjeu en fait stratégique majeur du mandat. Les élus se sont vraiment emparés du sujet, qui a plusieurs objectifs. Effectivement, réduire les îlots de chaleur, parce que aujourd'hui il fait 30 degrés, on est au mois d'octobre, donc voilà, c'est l'exemple assez parlant. L'idée c'est d'apporter de l'ombre, de la fraîcheur, et d'aller désimperméabiliser bien sûr les sols, de déminéraliser en fait les cours, parce que les cours de collège, historiquement on était sur des parcelles assez grandes, aujourd'hui on construit plus petit. Mais sur 20 000 mètres carrés, vous enlevez 6 000 mètres carrés de bâtiments, le reste c'est de l'enrobé en fait. La plupart du temps dans les collèges c'est ça. Et c'est ce que recherchaient les gens aussi en fait, ça bouge pas, ça demande moins d'entretien des locaux aussi, en termes d'entretien ménager, voilà. Voilà, donc l'idée c'est développer la biodiversité, renaturer les cours, hein, voilà, la terre ferme est là, va en parler bien mieux que moi, c'est leur sujet. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait répondre en fait aux besoins. Les besoins pédagogiques avaient évolué. Mais de la même façon, les besoins en fait dans la cour, ils ont évolué aussi. On n'est plus, j'ai envie de dire, on n'est plus, pour caricaturer un peu, on n'est plus sur 10% des élèves qui occupent 90% de la cour parce qu'ils jouent au foot. Aujourd'hui, on a besoin de développer tous les usages en fait. On a besoin de laisser de la place pour déambuler, des espaces plus apaisés, des espaces, des cheminements en fait, avec la végétation autour. Voilà, tout en gardant la place du sport, parce qu'il peut y avoir des enjeux, notamment à Victor Hugo à Nantes, où en fait les cours d'EPS peuvent se dérouler dans la cour. On a quand même des enjeux de ce type-là. Donc effectivement, il y a eu une expérimentation sur 2 collèges, donc Arthur Rimbaud à Donge, dont on va parler tout à l'heure, et Victor Hugo à Nantes. C'était une démarche de design de service en fait, pilotée par la direction éducation du département. On travaille beaucoup comme ça en fait, on fait une démarche de design sur un sujet et on le fait atterrir en fait, et on essaye de dupliquer cette démarche là en fait à tous nos collèges. On l'a fait pour les CDI, là c'est sur pardon, ça parle à tout le monde, c'est le centre de documentation. On l'a fait là sur les cours. Qu'est-ce qu'on a pu faire encore? On commence à le faire sur les usages numériques dans les collèges qui évoluent aussi. Donc on travaille beaucoup en immersion dans 1, 2, 3 collèges en démarche de design. Donc là, c'est les 2 exemples en fait avec des travaux qui ont été réceptionnés, réalisés l'année dernière. Et l'objectif, c'est de continuer en fait avec plusieurs cours de collège renaturés chaque année. On a 3 projets qui sont en cours, 2 sur le secteur plus nantais et 1 c'est sur Missillac de mémoire. Après, nous, quand on vient faire des réhabilitations lourdes, on va venir aussi dans le programme faire tout partie de la cour. Et bien sûr, dans les collèges neufs, on va aller intégrer bien sûr cette démarche-là. Les cours des collèges qui vont sortir l'année prochaine et les années suivantes n'auront plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Voilà, je voulais vous illustrer par quelques photos. Là, on est à Victor Hugo à Nantes. Donc, où il y avait un enjeu de garder en fait de la pratique sportive pour les cours d'EPS aussi dans la cour. Et j'ai mis quelques photos de Donge, mais voilà, vous allez avoir un exposé complet sur le sujet tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, si vous voulez bien applaudir Marie derrière. Alors, on a une dizaine de minutes pour des questions-réponses, si vous voulez bien garder le micro. Voilà. Bonjour, Sylvain Coq de la région Pays de Loire. Je voulais savoir si sur vos rénovations, vous avez des objectifs minimums type à atteindre sur l'énergie, les ENR, le biosourcé, voilà les différents enjeux qu'on peut retrouver dans le bâtiment. Parce que réglementairement, on a assez peu d'objectifs environnementaux quand on fait la rénovation.
Oui, alors du coup, ce qu'on se fixe en fait depuis quelques années, c'était le BBC Rénovation. On se fixait là-dessus, on voulait atteindre en fait le moins 40% par rapport à la conso d'énergie primaire de référence. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le constat, c'est que dans les moteurs de recherche, les calculs, etc., en études, ça fonctionne. En réalité, nous, on a constaté plutôt moins 30% aujourd'hui sur toutes les dernières réacs qu'on a sorties. Ce que je disais, c'est qu'on commençait à faire de la réhab énergétique avec la pose de panneaux en fait en toiture, et qu'on espère qu'avec cet axe-là, en fait, on arrive à moins 40%. On est plutôt là-dessus. Vous cherchez le label BBC Finergie ou vous cherchez le niveau? Globalement, au département, on ne se fait pas labelliser. D'accord. On tend vers, on fixe les mêmes objectifs, de la même façon que sur des constructions neuves. En fait, je rebondis sur ce que vous disiez en termes de matériaux biosourcés. On va aller chercher niveau 2, label biosourcé, voire niveau 3, mais sans objectif de labellisation. Je sais qu'à la région, vous labellisez un peu plus régulièrement et vous allez jusqu'au bout de la démarche. En général, nous, on fixe les objectifs, mais on ne va pas jusqu'à la labellisation. Et sur les biosourcés, en rénovation, c'est aussi un objectif de retenir un certain nombre un volume de biosourcés par exemple en isolant? Alors jusqu'à présent, on ne l'a pas forcément fait. C'est venu en fait plus, je pense au lycée Vial où en fait on va être sur du chaud chanvre, mais c'est plus le bâtiment qui dicte en fait ce qu'on est venu à faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va imposer dans nos cahiers des charges à l'avenir. Une autre question, madame, et si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Yara Le Sceau, Nantes Métropole. Je me pose la question de pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de viser plutôt 60% pour respecter le décret tertiaire horizon 2050, parce qu'en fait, si vous rénovez qu'à 40%, vous avez tué le gisement d'économie d'énergie, après ça va être plus dur de respecter les objectifs réglementaires. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, effectivement, le décret tertiaire couvre l'ensemble des bâtiments tertiaires, donc y compris les bâtiments tertiaires publics. Il donne des objectifs extrêmement ambitieux, mais plutôt à long terme. Donc certains le font par tranche et d'autres tentent de gagner tout de suite le Graal avec les moins 60%. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas été chercher le Graal tout de suite. Vous allez être obligé de réintervenir dans ces bâtiments-là. Potentiellement, oui, c'est peut-être ce qui va se passer. Après, des opérations comme le Galinet à Blain, c'est de la faisabilité qui a commencé en 2016, de la programmation en 2017, ou les moins 60% du décret tertiaire en 2017. Ils n'existaient pas encore en fait finalement, donc c'est une opération qu'on a réceptionnée en 2021 au balbutiement. Donc oui, potentiellement on va y arriver. Après voilà, on a plus de 200 bâtiments, donc quelque part on essaye d'intervenir aussi un peu dans tous les bâtiments et de répondre à tout, mais ouais, c'est sûr que c'est des opérations qui étaient lancées avant le décret tertiaire et c'est sûr que du coup on n'arrive pas à ces objectifs. Et vous, à Nantes Métropole, c'est ce que vous faites? Vous visez tout de suite dans les rénovations le seuil le maximum? Je vous redonne la parole. Quand on fait une rénovation, du coup, d'essayer de viser tout de suite l'objectif 2050, parce qu'on sait que si on intervient sur un bâtiment, on ne va pas intervenir deux fois. Voilà. Donc on essaye de construire une stratégie à long terme, mais bon, on a aussi un gros patrimoine, donc c'est pas évident. Avec un coût, vous avez estimé le différentiel entre le moins 30 et le moins 60%? Alors là, pour l'instant, on est en train de construire la stratégie à long terme, 2030, 2040, 2050, et essayer d'identifier justement quelle est l'enveloppe budgétaire qu'il faut. Et voilà, donc en fait, on va faire plusieurs scénarios par rapport à ça. Mais je rebondis sur l'enveloppe budgétaire. En fait, moi, en 6 ans déjà, j'ai constaté une différence. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on m'a dit t'as tant de millions pour tel collège. Et finalement, au Galinet, on en est venu à pas toucher à l'éclairage. Parce qu'en fait, dans l'autorisation de programme, on était au bout du bout, en fait. Aujourd'hui, je trouve que la réflexion, elle a évolué. Et quelque part, aujourd'hui, on va plus chercher à aller augmenter un peu l'autorisation de programme, le budget de l'opération, pour aller tout faire et ne plus y revenir, en fait. Chose qu'il y a quelques années, voilà, on était vraiment dans le strict respect de ce qui avait été défini en faisabilité au démarrage de la programmation. Quelque part aujourd'hui, je pense qu'on referait le Galinet, on fera peut-être l'éclairage en plus voilà, pour aller un petit peu plus loin en fait, dans la démarche. Encore une question? Alors, c'est un trio entre collectivités, c'est ça? Non, c'était peut-être plus, pas forcément une question, mais quand vous parliez de la cible de 40%, c'est sur le calcul réglementaire, j'imagine, le dispositif éco-énergie tertiaire, il se base sur les consommations réelles. C'est vrai que comparer les deux objectifs, c'est pas forcément évident. Mais est-ce que vous avez des retours sur les baisses réelles de consommation? C'est peut-être un peu tôt encore, sur les premières opérations qui ont pu être réceptionnées. Ouais, ce que je disais, on est plutôt sur moins 30% par rapport au calcul. Consommation réelle, Consommation réelle, moins 30%. Oui, effectivement, qui n'est peut-être pas à comparer au moins 40% du calcul réglementaire. C'est
toujours un peu compliqué d'ailleurs pour le maître d'ouvrage de maîtriser ces différences-là dans lesquelles les bureaux d'études et les agences d'architecture baignent quotidiennement, mais qui n'est pas forcément évident. Encore une question? Et vous allez vous présenter si vous voulez bien. Bonjour, Marianne Lebris-Kardec, bureau d'études J2D. Je me demandais si au niveau du réemploi, vous avez d'ores et déjà, on parlait des objectifs un peu biosourcés, énergétiques, etc. Si vous vous donnez d'ores et déjà des objectifs chiffrés ou pas, ou des tendances, on va sans doute en parler avec le Galinet, mais est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez aussi de façon systématique, que vous expérimentez sur vos opérations? Dans les deux sens, c'est-à-dire au moment de la rénovation, qu'est-ce qui est conservable, donc le diagnostic dans le collège qui va bénéficier des travaux, et ensuite au moment des travaux, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme produit issu du réemploi? Alors, au Galinet, on n'a pas forcément fait cette démarche-là. Les diagnostics, en fait, produits, équipements, matériaux, déchets, ils sont arrivés après, encore une fois. On commence à le faire. On a déconstruit, en fait, un ancien centre d'intervention routier à Blain aussi, d'ailleurs, sur le bord du canal de Nord à Brest. Et la charpente est partie au Grand T. Donc, c'est des choses qu'on commence à faire. On a des collèges qui sont en projet de reconstruction et donc là on fait un diagnostic complet et on essaye si possible le réemploi sur site en fonction du phasage aussi ou sur nos autres collèges, mais je sais qu'il y a on va déconstruire des collèges où il y a quand même eu des préaux ajoutés récemment, des choses comme ça qu'on va essayer de transférer en fait dans d'autres collèges. Donc oui, c'est des choses qu'on intègre de plus en plus dans nos projets, bien sûr. On tend vers ça, mais c'est vrai que sur tous les projets qui ont été livrés les 5 dernières années, c'était pas l'objectif. Une dernière question, s'il y en a. Sinon, on va demander... D'abord, on va vous remercier beaucoup. Merci. Vous restez avec nous et on pourra continuer au moment des échanges. Puis on va tout de suite demander à Bruno Tovalet, architecte associé chez Urban Makers, et Vincent Desfeux, chargé d'études chez Egis, pour nous présenter le projet de réhabilitation du collège Le Galinet. Donc comme prévu, vous avez 20 minutes, la zapette est ici, et puis ensuite on aura 40 minutes d'échange avec la salle. À vous la parole. Est-ce que, Laura, tu penses qu'on peut déplacer l'écran pour qu'il soit visible de la part des intervenants ? Ouais, ce sera plus facile. Là, je crois, mais vous êtes un peu enfermé par le câble, donc. Bonjour à tous. Bruno Tovalet, Urban Makers architecte. J'ai suivi cette opération pendant les 2 années, aussi bien d'études que de chantier sur l'opération de réhabilitation du collège Le Galinet. Donc, merci de nous accueillir ce matin pour cette présentation de réhabilitation globale du collège Le Galinet à Blain, donc portée par le département Loire-Atlantique. Pour resituer un petit peu dans le contexte, Blain est situé à 40 km au nord de Nantes. Alors, pour juste une petite technique plus proche du micro, le menton, le poser sur le menton, et comme ça, quand tu bouges la tête, ça bouge avec. Blain est situé à 40 km au nord de Nantes et a la particularité d'être une ville limitrophe de la forêt du Gavre. Cette notion est importante à nos yeux puisque ça a largement inspiré nos intentions architecturales autour de ce projet. Au niveau de la chronologie du projet, le département Loire-Atlantique a lancé une consultation en mars 2018 et notre groupement, composé de Urban Makers, architectes et mandataires, Egis en bureau d'études tout corps d'hectare et BEGC, bureau d'études en grande cuisine, avons été lauréats en août 2018. Nous avons directement enclenché les études qui ont duré environ 1 année pour le développement de ce projet, donc des études qui ont été menées entièrement en BIM pour faire une synthèse entre les différentes interventions de ce projet autour de la maquette numérique.
Le démarrage du chantier a démarré en février 2020, à la veille du confinement lié à la Covid-18. Ça n'a pas eu un impact majeur sur le développement du chantier, ça a même été plutôt favorable justement de démarrer sur un collège vierge de tous ses occupants. Et donc la particularité de ce chantier, comme le disait Madame Derianic, nous étions sur un chantier en site occupé. La livraison de ce collège a eu lieu en septembre 2021. Le collège Le Galinet, en quelques chiffres, c'est un établissement d'une superficie d'environ 17 500 m², composé de 4 bâtiments d'enseignement principaux sur une surface de 5 200 m², un bâtiment administratif et un bâtiment de fonction de 500 m², et représente un objectif un effectif de 730 élèves sur une donnée de 2021. Au niveau du mode constructif et des années de construction, l'établissement a démarré sa construction à partir de 1969 avec différentes phases de construction successives et de rénovation qui se sont achevées jusque dans les années 2000. Donc on l'aperçoit sur ces images, une architecture très fonctionnelle, typique des années 70, avec une conception préfabriquée, plancher béton, poteaux et remplissage en béton. On observe une certaine répétitivité des façades, avec des façades très tramées. Et nous avons travaillé sur ce projet avec un budget de 5,5 millions d'euros. Nous avions 3 objectifs majeurs sur ce projet. Donc, la première d'entre elles est la plus importante, la réhabilitation énergétique des bâtiments. Donc sur les bâtiments d'enseignement, les bâtiments A et C que l'on observe sur ce plan, la demi-pension qui fait partie intégrante du bâtiment A, et la rénovation énergétique également du bâtiment G, qui est le bâtiment administratif et les logements de fonction. Donc l'opération a consisté à mettre en place une isolation des façades par un mode d'ITE, donc créer un manteau thermique autour de ces façades sur une superficie d'environ 8600 m² de façades traitées, compris toiture, le remplacement des menuiseries, l'amélioration du traitement d'air, les réfections du chauffage et la restructuration et l'extension de la demi-pension. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la restructuration et l'extension de la demi-pension, mais pour vous donner quelques clés, il s'agissait de simplifier les flux à l'intérieur de cette demi-pension, d'y apporter une extension pour améliorer la qualité d'accueil des élèves au sein de ce restaurant et de maximiser les ouvertures sur le paysage autour de ce restaurant. Il y avait également une rénovation de certaines façades, donc les façades qui ne faisaient pas l'objet de rénovation thermique, où là on a travaillé sur une remise en peinture de ces bâtiments. Et enfin, l'amélioration de la qualité d'accueil des élèves, avec un travail sur la spatialité, de la qualité spatiale des préaux, et l'amélioration des cheminements couverts qui relient les bâtiments entre eux au sein de la cour de récréation. Au niveau des performances environnementales visées, ce qui nous a beaucoup marqué dans le cahier des charges qui nous a été fourni par le département, c'est cette fameuse approche de bon sens qui aujourd'hui fait vraiment écho à notre production actuelle. On a pu, depuis 2019, réhabiliter plusieurs établissements, que ce soit des équipements ou des bâtiments de logement, et cette approche de bon sens est à mes yeux primordiale justement pour s'extraire de tous ces calculs, simulations thermodynamiques qui ne font pas forcément écho aujourd'hui à tous les dérèglements climatiques que l'on peut observer, et justement des températures du mois de septembre alors que on travaille sur juin, juillet, août, où l'établissement est plutôt vide. Le mois de septembre, qui a été particulièrement chaud cette année, a des impacts forts justement pour le confort des usagers à l'intérieur du collège. Donc, pour remettre dans le contexte, nous sommes en 2019, l'objectif de rénovation est d'obtenir un CEP, un coefficient d'énergie primaire réduit de 40% par rapport au CEP initial.
viser une sobriété carbone avec, dans notre proposition, l'usage massif du bois dans notre projet, une conception bioclimatique en rapport à l'exposition, la protection justement des façades, protection solaire des façades, en lien à ces expositions, de travailler sur une enveloppe très performante. Le remplacement des chaudières et des corps de chauffe avec du matériel beaucoup plus performant. Le remplacement du système de ventilation, on a travaillé sur un système d'insufflation à l'intérieur des salles de classe avec mise en surpression des salles et une extraction au niveau des menuiseries extérieures. Une étanchéité à l'air optimale, bien évidemment. La gestion du confort lumineux qui a été primordiale dans cette approche, gérée en fonction de l'orientation des façades, gérée en fonction justement des filtres solaires que l'on a pu mettre en place sur cette opération. Et puis un chantier à faible nuisance. Comme on le disait, c'est un chantier qui s'est réalisé en site occupé. Donc il a fallu composer avec les usagers, maintenir l'enseignement au sein du collège. On a travaillé sur un phasage assez précis, sur un cantonnement très précis, très limité aussi au niveau des cours, travaillant en toute sécurité vis-à-vis des élèves, justement au niveau des cours de récréation, tout en maintenant un planning de chantier pour atteindre les objectifs que nous étions atteints de 18 mois de chantier. Au niveau des performances de l'enveloppe que nous avons donc stimulées et obtenues grâce à la performance de l'enveloppe que nous avions mise en place, nous avons obtenu des gains de consommation de l'ordre de 68% sur le bâtiment A, donc pour atteindre un CEP à 48 kWh par mètre carré. Et sur le bâtiment C, un objectif un petit peu plus important de 72% des consommations pour atteindre un CEP de 43 kWh par mètre carré. Donc au-delà des objectifs que la rénovation, le BBC Réno nous imposait, qui était à 40%. Parlons, voilà, après toutes ces données techniques, parlons un petit peu d'architecture autour de ce projet. Donc le collège, dans son état initial, présente de bonnes qualités spatiales, une certaine lisibilité de l'espace, une construction autour d'une structure très tramée, une articulation des volumes simples, mais aussi quelques limites. On a pu observer une certaine neutralité des façades, on peut parler également d'une certaine austérité, et puis, très important, un traitement indifférencié des façades selon leur orientation, qu'elles soient orientées nord, sud, est ou ouest, toutes les façades étaient traitées de la même manière. Donc nous nous sommes posé la question, voilà, qu'est-ce qu'un collège aujourd'hui? Comment améliorer le quotidien des élèves et des usagers? Donc outre la dimension technique d'améliorer le confort thermique sur cette opération, nous avons voulu placer notre démarche autour d'une dimension sensible, sensorielle, voilà, qui fait appel à tous les sens, à l'imaginaire, une dimension poétique et contextuelle, bien évidemment. Donc, nous sommes inspirés de l'univers forestier typique de Blain pour proposer, voilà, en faisant appel massivement au bois et proposer justement un usage du bois massif en façade qui se présente sous deux aspects, enfin même trois aspects. Donc, d'un point de vue constructif, dans la composition de l'ITE, de la façade thermique, le manteau thermique de ce projet, un bardage bois à rez-de-chaussée, mais surtout de manière manifeste l'évocation d'un univers forestier par cette façade filtrante déportée de la façade du collège, qui forme un brise-soleil et qui évoque directement l'univers forestier par la mise en place de troncs planés, des troncs de grande dimension, et qui forment un brise-soleil pour assurer le confort thermique, le confort visuel au sein des salles de classe. À notre sens, ça développe tout un univers, tout un imaginaire autour de cet univers forestier qui est également visible au sein des salles de classe.
Ça nous a également permis, c'était une petite astuce également pour, comment dire, pour atténuer, réduire le côté très linéaire et très répétitif des façades en apportant une certaine dimension, une vibration au niveau des façades avec un matériau très vivant. Au niveau de la méthodologie de chantier, justement, une méthodologie adaptée à un site occupé, donc avec un maximum de travaux réalisés en préfabrication dans les ateliers. Donc avec un état initial des façades, voilà, des façades tout en béton qui présentent voilà, quelques maladies que l'on connaît, typiques de des constructions des années 70, des transferts thermiques qui créent des fantômes au niveau des fantômes d'humidité au travers des façades, et quelques éclatés de béton, mais grosso modo, la structure était plutôt de bonne qualité. La première opération a consisté à positionner une ossature primaire métallique qui servira de support à notre ITE, notre manteau thermique, et de support également à la façade filtrante de ce collège. La deuxième opération, c'est la pose des panneaux préfabriqués. Donc, ces panneaux préfabriqués ont été entièrement réalisés dans les ateliers de LCA, une entreprise locale, des caissons en bois, qui intègrent dès leur conception, dès leur fabrication en atelier, l'isolation, la menuiserie et le pare-pluie. Ces caissons, qui représentent une surface équivalente de 4 menuiseries et une hauteur d'échelle, et d'auteur d'étage, pardon, a été directement livré sur place, stocké sur place et posé à la nacelle, justement pour limiter l'impact de l'emprise, enfin, au niveau des nuisances et l'impact de l'emprise spatiale de la cour de récréation. Donc, ces panneaux ont été posés à la nacelle. Une fois posés, il s'agissait de souder les membranes par pluie les unes avec les autres pour assurer une étanchéité parfaite. Ensuite, nous sommes venus poser le bardage, deux typologies de bardage, principalement un bardage aluminium, donc un bardage aluminium au niveau des étages, donc qui assure une certaine pérennité, une certaine facilité d'entretien qui est chère au département. C'est important que voilà, les façades nécessitent peu de maintenance au niveau des services du département. Une façade donc, de tonalité naturelle, dans les tonalités bronze, changeantes en fonction de la luminosité et de l'orientation des façades. Et puis une matérialité différente à rez-de-chaussée, au contact des élèves et des cours de récréation, où nous avons mis en œuvre un bardage bois d'acacia, une essence locale qui apporte une certaine vibration, une patine qui évolue, et puis une certaine sensibilité justement au rez-de-chaussée, au contact des élèves. L'autre avantage de ce matériau à rez-de-chaussée, c'est que c'est la robustesse que cela peut apporter, puisque un bardage bois est capable d'absorber tous les chocs que des collégiens pourraient apporter sur les façades sans se déformer. Le bâtiment de logement de fonction a lui été traité également en aluminium, mais avec un calepinage très différent. On a travaillé sur un format écaille de plus petite dimension pour le différencier des établissements d'enseignement et également lui apporter cette dimension domestique à ce bâtiment de logement de fonction. Ensuite, nous sommes venus apporter ces façades filtrantes sur les deux façades les plus exposées du projet, à savoir la façade sud et la façade ouest, qui apportent le confort lumineux, le brise-soleil nécessaire pour le confort à l'intérieur des salles de classe. Donc ces façades filtrantes sont composées de troncs de grosses dimensions, donc des troncs planés en acacia également, d'un diamètre allant de 13 cm à 20 cm, et on les a souhaités les plus vivants possibles, les plus tortueux possibles, pour apporter ce côté très naturel à la façade et cette vibration qui nous est chère. Voilà, on aperçoit sur ces images justement le côté très vivant de cette façade,
cette prise de lumière et ces formes changeantes des troncs qui apportent le filtre nécessaire au droit de la façade. Ça apporte aussi un contraste entre la façade très lisse de la façade métallique en arrière-plan vis-à-vis de la façade plutôt tortueuse et très vivante de la façade filtrante. Et enfin, la dernière opération a consisté à intervenir depuis l'intérieur et de venir déposer la menuiserie existante en PVC. Donc c'est une opération qui s'est déroulée en dehors des heures d'enseignement, donc les mercredis après-midi, pendant les vacances. Ça a nécessité un phasage très précis avec la direction du collège pour justement mettre à disposition les salles de classe. Et donc nous sommes venus combler le vide laissé par la dépose de la fenêtre par un caisson en préfabriqué de peuplier, également préfabriqué en atelier, et posé dans l'embrasure de la fenêtre, ce qui crée un nouvel usage. Voilà, on y pose des livres, on y pose des objets. C'est également l'opportunité pour nous de poser, de venir poser le rideau qui sert d'occultation pour les salles de classe lors de projections vidéo. Le collège, dans sa version finalisée, livrée, avec ses usagers, avec tous ces collégiens qui investissent la cour de récréation, on voit très bien cette dualité, cette opposition entre cette façade très linéaire métallique, sur lequel vient se greffer cette façade filtrante, et l'ombre qu'apportent ces façades filtrantes sur les façades et sur les fenêtres des salles de classe. Un point aussi important, c'est la présence justement du bois à rez-de-chaussée. Ça a été un peu le fil conducteur, une sorte de matière qui accompagne les élèves sur tout leur trajet quotidien. Voilà, comme un fil d'Ariane qui relie tous les points d'accès du collège vers les salles de classe, vers le CDI, vers la demi-pension, et qui accompagne justement les cheminements quotidiens des élèves. Et une version de nuit de l'établissement. Et vous avez reçu un prix. Et nous avons reçu un prix, la mention spéciale du jury, prix de la construction bois des Pays de la Loire, l'année dernière. Nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Il y a un petit point en plus, non? C'est l'extension. Je peux parler de l'extension. L'extension de la demi-pension, en effet. Donc, dans la version initiale, voilà, on avait un système de flux qui était très tortueux et pas très pratique pour les usagers. Donc, dans sa version initiale, donc la version de gauche sur votre écran, voilà, avec un système côté plonge et côté restauration au sud, avec la salle des élèves, etc. Et donc, nous avons proposé une simplification majeure des flux, avec un flux beaucoup plus simple à l'intérieur de la demi-pension, avec toujours la cuisine dans la partie bleue, la partie haute de cette image, et vraiment différencier la salle des élèves, la salle des commensaux, donc la salle de restauration pour le corps enseignant, pour les usagers, et puis converger vers la sortie, vers la zone de plonge. Donc là, il y a une reconfiguration un peu globale de la demi-pension, accompagnée d'une extension de 200 mètres carrés, qui, voilà, pareil, travaille sur un objet entièrement en bois, des menuiseries beaucoup plus grande dimension, et ce qui nous a permis justement d'apporter un confort lumineux à l'intérieur de cette demi-pension. Merci beaucoup. Merci Si vous voulez bien applaudir Bruno Covalet. Je vais proposer à Vincent Desfeux de le rejoindre. Peut-être, Laura, si tu peux déplacer l'ordinateur pour qu'on ait plus de souplesse dans les déplacements. Donc on a une quarantaine de minutes maintenant pour répondre à vos différentes questions.
Alors comme en général la première question est compliquée à venir, je vais tout de suite vous la poser. Vous étiez en chantier site occupé, la relation avec les enseignants, les élèves, qu'est-ce que vous avez établi comme relation? Pas seulement, ma question c'est pas seulement sur le phasage de chantier, mais est-ce que vous les avez associés? Est-ce qu'à un moment vous avez fait un chantier école ou une explication, des visites de chantier dédiées? Donc ça se situe à plusieurs niveaux. En effet, pour mettre en place une bonne cohabitation entre le chantier et l'enseignement, nous avons mis en place des séances de communication. Je crois de mémoire que nous étions sur des séances de communication tous les 15 jours avec la direction de l'établissement pour prévenir des chantiers à forte nuisance, pour s'organiser justement, éventuellement dégager des salles de classe qui seraient susceptibles d'être trop impactées par les nuisances. Ça a été également un travail de cantonnement qui a été mouvant au fur et à mesure du chantier autour des façades pour limiter l'impact de la présence du chantier dans la cour, et puis également toujours travailler en grande sécurité vis-à-vis des mineurs qui sont présents dans l'établissement. Et après sur le sujet que nous on appelle à Novaville le chantier spectacle, chantier où vous auriez associé les élèves. Le côté pédagogique, en effet, il y a eu certains professeurs, notamment le professeur de technologie s'est complètement approprié le sujet et a fait tout un travail de... Alors ça a commencé par un travail d'interview auprès de nous architectes. Je ne sais pas si Vincent tu étais associé à cette démarche-là. Nous avons été interviewés sur des données techniques, sur des images, sur le côté production architecturale, comment on en est arrivé à cette image architecturale. Et donc il y a eu tout un travail de restitution, autour d'un travail de vidéo notamment qui a été intéressant. Et toujours dans cette question-là, est-ce que on voit que vous avez travaillé beaucoup sur les usages, la circulation. Est-ce que vous avez aussi été mandaté pour travailler sur les éco-gestes des élèves? Parce que pour obtenir des bons gains de consommation, on a vu qu'on n'était pas toujours au rendez-vous, mais peut-être que c'est aussi parce que les éco-gestes ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez donné des conseils sur ce point? J'ai en tête un lycée de la région. Ouais. Qui a été livré avec une liste d'éco-gestes et de pictos aussi pour conseiller un certain nombre de choses. C'était la question piège. C'était la question piège. Il y a eu une communication principalement autour de la direction du collège et du personnel de service du collège, justement pour le bon usage du collège, pour la ventilation naturelle, parce que voilà, l'air de rien, une ventilation naturelle au bon moment de la journée, probablement le soir, permet justement d'avoir un confort thermique tout au long de la journée. Il y a des capteurs carbone dans les salles de classe? Non, il n'y a pas de capteur. Non. D'accord, donc c'est plus une régularité et un travail qui est à faire. C'est ça. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces éco-gestes, je crois que c'est le lycée de Carquefou qui a été livré vraiment avec un guide et qu'on peut avoir en ligne. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres projets, si certains veulent parler de leur projet, il n'y a pas de souci, mais moi c'est celui que j'avais là en tête. Il y a eu un gros travail pédagogique également sur la refonte en quelque sorte de la demi-pension qui a nécessité un changement d'habitude de tout le personnel. Et donc là, il y a eu un travail assez long pour faire accepter le changement d'usage. Le changement d'usage. Sur les questions d'usage, vous y êtes pris comment en fait pour proposer cette nouvelle circulation Alors, très clairement par une observation de l'état actuel, en se disant que les cheminements ne sont pas optimisés, les circulations, notamment la sortie, le positionnement de la cuisine, de la sortie, la plonge, etc.,
n'était pas Il y avait dans un un truc qui sens clochait, très quoi. logique. Voilà. Et donc on a tout réorienté avec le positionnement de la cuisine à peu près au même endroit, tout un travail de restructuration de la salle de restauration la plus confortable possible, la plus lumineuse possible, et converger vers l'extérieur avec le système de plonge qui n'était pas bien placé initialement. Voilà. Tout ça convergeait vers la sortie. Alors, une première question. Vous avez pas mal parlé des gains énergétiques. Oui. Qu'en est-il des gains sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis quel système de chauffage en fait est dans le bâtiment quelle énergie est utilisée en fait sur le chauffage de ces Oui, donc sur les émissions, il y a peu de calcul carbone sur ce dossier, puisque, encore une fois, on est en rénovation. Donc il n'y avait pas forcément ni de démarche par rapport à ça, même si on s'inscrit toujours dans cette démarche au niveau des choix des matériaux, il n'y a pas eu de calcul. Donc ça a été plutôt un choix, comme disait Bruno, de matériaux pour aller dans le sens de l'utilisation de matériaux biosourcés. Sur le volet énergie. Sur le volet énergie, nous, donc aujourd'hui, historiquement sur le bâtiment, il y avait une grosse chaufferie gaz qui alimentait l'ensemble des bâtiments, y compris la partie logement. Et le choix de partie qui a été fait pendant les études, ça a été de repartir sur une nouvelle chaudière gaz, de rester sur un mode de chauffage au gaz. Est-ce qu'il y avait un réseau de chaleur existant sur place? Non, alors nous, pendant les études, on compare les différentes solutions qui sont envisageables pour la production du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Et forcément, c'est un débat qu'on a avec la maîtrise d'ouvrage pendant les études. Il y a toujours des arbitrages en fonction des réseaux qui sont disponibles à proximité. Si on va sur une solution de pompe à chaleur, si on va sur une solution de pompe à chaleur, forcément, on regarde le bâti s'il peut s'adapter, puisqu'il y a forcément des contraintes techniques réglementaires. Et là, en l'occurrence, voilà, suite à toute cette analyse qu'on a fait en étude, on est resté quand même sur un choix de partie du gaz, parce que c'est l'énergie qui était à disposition immédiate. Mais on a quand même à la fois scindé les usages logement des usages du collège, puisqu'en fait, initialement, tout était raccordé sur la même production, alors que c'était pas forcément les mêmes périodes d'occupation. C'est-à-dire qu'on avait une chaudière qui tournait tout le temps, même en été, pour les gens qui y habitaient. Donc c'était pas très logique. Donc là, on a vraiment scindé ça. Et on a vraiment on a posé une chaudière qui est beaucoup plus récente, donc beaucoup plus performante, même si elle reste au gaz. Et on a fait une rénovation de l'isolation de l'ensemble des réseaux. Donc ça représentait on a réisolé les réseaux. On les a Réisoler les réseaux. Voilà. Donc ça peut paraître rien, mais c'est vrai que sur ce dossier, on voit l'empattement un petit peu des bâtiments. Dans vos calculs, c'est combien de gains énergétiques de réisoler son réseau? Ça c'est traduit dans les chiffres que vous avez présentés, Bruno. Donc voilà, ça c'est le calcul théorique, évidemment. Après, dans la pratique, les consommations sont voilà. Vous conseillez aux maîtres d'ouvrage, quand ils font une rénovation de cette qualité-là, de le faire systématiquement? Ah bah oui, tout à fait, ouais. Parce qu'au-delà de l'enveloppe, qui représente les pertes, les déperditions sur la partie bâtie, forcément il y a aussi les déperditions sur les réseaux. Et là, en l'occurrence, on avait un linéaire qui était assez important de réseaux. Donc c'était des travaux qui n'étaient pas évidents, puisqu'on avait des réseaux dans des galeries, dans des caniveaux, dans des vides sanitaires. Donc c'était des interventions à part entière avec des coûts associés. Avec des surprises entre le devis et la réalisation, parce que vous n'aviez pas pu repérer tous les... Non, pas forcément. Si, on avait un plan exhaustif. Pendant les études, on a pu investiguer pour que tout soit clair pendant l'appel d'offres. Mais voilà, c'est au-delà de la rénovation de l'enveloppe, il y a aussi toute la partie réseau. Même si on est resté sur un mode de gaz, on a quand même amélioré les choses dans une démarche de réduction des consommations, y compris sur la partie du mode de production de chauffage et de CS, puisque il y a aussi le CS de Eau chaude sanitaire. Eau chaude sanitaire, voilà, qui est repris. On s'est posé la question des panneaux photovoltaïques. Vous avez des jolies toitures dans tous ces collèges qui se prêtent bien à ça. Est-ce que ça a été à un moment imaginé? Et je demanderai à la représentante du département dans quelques instants si ça fait partie aussi des stratégies du département. Alors vous n'avez plus trop en souvenir. Hein. Ça faisait pas partie. Alors, est-ce que tu veux bien prendre le micro? Ça ne faisait pas partie du cahier des charges initial. Peut-être Madame Deriani, qu'avez-vous des...
Effectivement, on n'était pas du tout parti là-dessus. Voilà. Je précise d'ailleurs que, en fait, vous parlez de 5,5 millions. On est sur un hors-taxe travaux. Pour le département, c'est 8,100 en fait. Effectivement, à un moment donné, on s'arrête parce que on a beaucoup d'opérations à faire, etc. Par contre, il y a une étude globale qui est en train d'être réalisée en fait pour globalement beaucoup de bâtiments au département pour vérifier le potentiel en fait sur chaque toiture et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait sur chaque toiture. Je sais que le Galinet a été étudié par mes collègues du service énergie. Je me permets aussi de rebondir sur le mode de chauffage en fait. Le programme c'était 2017, c'était avant l'Ukraine, donc forcément déjà on était tout gaz et on continue à être tout gaz. Les collèges sont exploités en régie par le département. C'est-à-dire qu'on a des chauffagistes en interne qui connaissent très bien les chaufferies gaz, qui commencent à connaître les chaufferies bois par la force des choses et qui ne sont pas frigoristes. Donc les pompes à chaleur, pour le moment, au département, on évite. Et une pompe à chaleur pour un collège, quand il fait 0, voire moins quelques degrés en hiver, il y a tellement d'inertie dans un collège que ça ne suffit pas. On a même vu des concepteurs qui nous proposaient une double pack plus chaufferie gaz. Alors ça fait 2 chaudières entretenir, on va pas non plus là-dessus. Mais en tout cas, une pompe à chaleur seule pour les collèges, aujourd'hui, nous, on n'y va pas. Clairement, on n'y va pas. Et les pompes à chaleur, même dans des petits bâtiments comme des centres d'intervention routiers ou autres, on n'y va pas parce qu'en interne, on n'a pas les compétences non plus pour les exploiter. Et qu'en termes de calcul global et de pollution, etc., on n'est pas sûr que ce soit forcément mieux. Merci beaucoup. Et en 2019, on parlait très peu de pompes à chaleur. Oui, c'était pas au bout du jour. Revenons sur la toiture. Quel usage, puisque vous avez travaillé sur les usages, vous avez imaginé pour cette toiture qui n'a pas été mise en œuvre mais qu'on pourrait faire dans une rénovation bis un jour? Quels usages nous pourrions avoir dessus? Alors, est-ce que la végétalisation apporterait un gain énergétique, par exemple? Est-ce qu'on rajouterait de l'isolant un peu naturel par la végétalisation? Alors, c'est certain que ce serait un plus. Ça n'a pas été mis en œuvre. Là, on a vraiment travaillé sur une enveloppe performante, y compris en toiture. Il n'y a pas d'accès non plus sur ces toitures, donc leur donner un usage n'est pas forcément évident, mais bon, ça pourrait s'imaginer à terme. Et la végétalisation ne faisait pas partie des objectifs de ce projet à l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Alors, je ne vais pas te redonner tout de suite la parole. Oui, je me posais une question sur le bois, puisque c'est un des axes forts de notre projet. Au niveau de la provenance du robinet, au niveau des troncs planés, est-ce que vous avez réussi à trouver un approvisionnement pas trop éloigné? Est-ce que vous vous souvenez d'où il vient? Est-ce qu'il y a des forestiers, des représentants de la filière bois ici qui peuvent nous dire s'il y a des plantations de robiniers faux acacias dans la région et vous allez peut-être pouvoir nous donner des réponses. J'étais un peu surpris quand vous disiez que c'était une naissance locale, mais c'est une naissance locale, mais pas en plantation intense. C'est pas en plantation intense. Nous avions identifié des gisements, notamment dans la forêt du Gavre. On s'était rapproché justement de forestiers pour voir quelle essence était la plus appropriée. Le robinier, comme je le disais, a une essence hyper intéressante parce qu'elle est imputrescible naturellement, elle vieillit, elle a une longévité incroyable. Nos intentions de départ étaient bien évidemment de travailler sur un sourcing local avec une provenance de forêt française, idéalement forêt du Gavre parce qu'il y en avait en nombre. Malheureusement, la filière n'était pas encore complètement structurée pour faire venir du bois de la forêt du Gavre. Alors, il vient d'où cette fois-ci? On va le savoir quand même. Je me rapproche. C'est la question qui fâche. Et non, c'est-à-dire que... D'Ukraine? Non, oui, effectivement. Pour des raisons économiques, nous avons dû faire appel à des forêts plus éloignées. C'est Pologne? Pologne, exactement. Mais les intentions de départ étaient beaucoup plus proches. Je comprends parce que c'est vraiment un bois hyper qualitatif. C'est un bois qualitatif. Attendez, je vous redonne le micro, madame. Oui, effectivement, c'est un bois qui est hyper qualitatif et nous, on a été exposés aux mêmes problématiques que vous, à se dire, on veut un sourcing local en termes de bureau d'études, par exemple, sur nos conceptions. Et on n'arrive pas toujours justement à avoir le gisement suffisamment proche pour... Il a fallu faire une balance économique sur ce sujet-là. Alors, j'ai vu 3 questions ici, je crois, ou 2. Madame. Moi, j'avais une question ventilation.
Donc autant le parti architectural sur la construction, ça paraît assez clair. Ce Tetris, je viens par l'extérieur, je mets mes couches, j'enlève les menuiseries à l'intérieur, même si c'est très très compliqué. D'ailleurs, au passage, je me demandais, c'était LCA qui avait tout le lot façade ou ils avaient juste la... C'était un macro-lot entre avec les LCA et le Lorec sur donc LCA, toute la composition des caissons de bois, l'intégration des Assemblé en menuiseries, atelier. assemblé en atelier, avec la composition, la mise en place des menuiseries également en atelier, et le Lorec, intervention sur place pour tout ce qui est bardage. Ok. Et l'isolant de ce qui a été isolé en atelier par LCA, c'est C'est un isolant relativement classique, laine de roche. laine de roche. Voilà, il y a laine de verre, laine de roche. Là, vous avez choisi la laine de roche. Bon, C'est ça. c'est ça. Ok. Alors, votre question. Du coup, si j'ai bien compris, pour la ventilation, donc il y a de la ventilation, enfin des prises d'air au niveau de menuiserie, c'est ça. Et puis en fait, on crée une ventilation dans les couloirs, c'est ça. Tout ce réseau de ventilation, comment est-ce que vous l'avez mis en œuvre sur le site occupé? C'était surtout ça la question. Ouais, alors il faut comprendre un petit peu le principe d'intervention. Nous, la mise en place de ce qu'on appelle des FOB, les façades bois, ça permet, via l'intégration, vu que c'est tout compris dedans, ça permet aux occupants de rester dans le bâtiment tout en intervenant à l'extérieur sur les façades. Donc ça, en termes de contraintes de chantier, nous, ça fait un peu partie du chantier de nuisance, c'est qu'on peut intervenir sur les façades tout en restant, en conservant une occupation dans les bâtiments. Après, forcément, une fois que les fenêtres sont posées, il reste les fenêtres de derrière enlevées. Donc, il y a forcément des interventions par l'intérieur. Donc il y a eu un découpage entre les interventions sur les façades et des interventions intérieures, un phasage extérieur puis intérieur. Donc forcément, il y a eu une inoccupation pendant un moment sur les bâtiments. Donc là, on a travaillé avec le département pour avoir un phasage par demi-niveau, par tranche, pareil. Voilà, c'est toujours l'échange qu'on a, mais c'est toujours moins impactant. Et donc la ventilation, ça fait partie des interventions qu'on est obligé de maintenir forcément à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est il y a un caisson qui est réinstallé en toiture, en remplacement des anciens caissons, ou alors de l'absence carrément de ventilation mécanique sur le bâtiment. Donc on installe ce caisson, on tire des nouvelles gaines verticales tout niveau, puisque là on était en R+2, et forcément il y a des réseaux qui sont à déployer dans les circulations, et ensuite on met en place des bouches dans les salles qui vont effectivement souffler de l'air. C'est un peu l'inverse de la ventilation mécanique, on est inversé, on souffle de l'air, et au sein des caissons on a déjà les menuiseries qui sont équipées de sorties d'air, non pas d'entrée d'air, c'est à l'inverse. Et donc voilà, forcément il y a cette intervention intérieure-extérieure, et quand on a fini les FOB et quand on a fini les travaux en intérieur, on peut mettre en route la ventilation, et on a un système inversé qui fonctionne plutôt correctement. Est-ce que vous avez la réponse à votre question? Ouais. C'était une réponse super technique et précise. Alors, je crois que vous vouliez... Bonjour, Aurélien Salme, Secotec Immobilier Durable. J'ai plusieurs questions. Tout d'abord, par rapport au système de caissons en façade, est-ce que vous pouvez développer un petit peu les atouts, les inconvénients en termes de coûts, en termes de délai de chantier, en termes de qualité de finition? C'est ma première question. Deuxième question, on est sur une réhabilitation d'un bâtiment ancien, donc est-ce qu'il y avait un sujet amiante, et si oui, comment vous l'avez traité? Et troisième question... On s'arrête là, et puis je vous le... Parce que la mémoire est... Alors, première question... Ouais, alors première question, donc l'intérêt des façades bois. Alors, comme disait Madame Derrienic, effectivement, c'est souvent plus cher, puisque voilà, il y a plus de matière, c'est souvent plus lourd. Par contre, le réel intérêt, c'est que sur des projets, des bâtiments existants, on a des façades qui sont assez homogènes, assez tramées, comme disait Bruno. Là, le mode constructif s'y prêtait, puisque on a un gain en délai de chantier, une nuisance qui est quand même assez réduite, puisque quand on compare à une solution où on serait sur l'ITE classique, on vient enlever les fenêtres, on remet des fenêtres, après on monte un échafaudage, une nacelle, on isole, on fait du bardage. Donc forcément il y a un impact sur les locaux qui est immédiat, puisqu'on est obligé d'enlever une partie du clos couvert. Alors que sur les façades bois, on se dit, on a une trame de façade, on y travaille pendant X semaines, et l'entreprise avance assez rapidement, et on peut conserver une occupation, en l'occurrence, sur le bâtiment, quoi. Après, il y a forcément d'autres contraintes qui se créent.
dans le sens où, vu que c'est plus lourd, il faut qu'on vérifie les charges. Pour isoler, voilà, il y a forcément, là, on avait des petits décrochés de façade, donc je ne vous dis pas que c'était facile, il y avait forcément quelques contraintes à gérer. Et après, sur la partie amiante, c'est aussi un... Alors, oui. Est-ce qu'il y a de l'amiante? Alors, il y en avait effectivement, en fait... Mais il n'y en a plus. Alors, il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est les joies de l'amiante, on peut les conserver si on travaille bien. Si on n'y touche pas. Voilà. Là, c'est un peu malheureusement, c'est un peu le classique sur ces bâtiments de ces années. C'est qu'on a toujours de l'amiante. Donc forcément, en études, on a les diagnostics. Et là, on avait des joints, en fait, sur la façade. Des joints amiantés. Donc l'idée, pour ne pas engendrer des coûts faramineux, ça a été plutôt de travailler en présence de l'amiante et via les caissons d'encapsuler ces joints. Et forcément, il faut que ce soit correctement appréhendé à la fois pendant les études, en termes de coûts, mais surtout par les entreprises, puisque en fait, comme elles interviennent en présence d'amiante, il y a des sous-sections spécifiques. Enfin, il y a une méthodologie, et même sur le principe de fixation des caissons, ça peut avoir une influence. Il ne faut pas percer à ce moment-là. Exactement. Voilà, c'était la difficulté. On versait justement sur les parties béton qui n'étaient pas amiantées, et la présence d'amiante était plutôt dans les parties sous-bassement, sous les fenêtres, les parties mosaïques, et puis également sur les joints. Donc là, on a plutôt travaillé sur un encapsulage de l'amiante. En revanche, on a trouvé de l'amiante sur d'autres parties du projet, où là, on a... Il y en avait en sol, par exemple? En sol, ouais, je pense à la demi-pension, ouais. Où... malgré les sondages qui avaient été réalisés, nous avons trouvé de l'amiante en cours de chantier. Et donc, il a fallu complètement calfeutrer cet espace-là et désamianter complètement. Ça, c'est des petites surprises. Le département a dû être ravi voilà. Au niveau des coûts. Alors, vous aviez une troisième question, si je me souviens bien. Oui, tout à fait, merci. Est-ce que vous pouvez préciser le traitement de la toiture au niveau énergétique et puis pour faire peut-être une transition, le traitement de la cour? Voilà, on avait tous envie de se poser la question, parce que surtout on va parler du cours tout à l'heure. Alors la toiture d'abord, qu'est-ce que vous avez, puisque vous avez dit que vous avez fait une isolation, 3 façades, 4 façades. On a fait une isolation très performante au niveau des toitures. Au fur et à mesure des années, le collège était devenu quasiment une toiture végétalisée, avec des beaux sujets qui poussaient en toiture, donc on a enlevé tout ça. On est passé sur une isolation très performante qui a été gravillonnée justement pour un sujet d'usage et de maintenance très aisé, sachant qu'on a les caissons de ventilation qui se situent en toiture. Je peux poser une question qui... J'ai pris l'habitude de vous poser des questions embêtantes, donc je continue. Donc si c'était végétalisé naturellement, il devait y avoir un petit peu de biodiversité. Il y avait une certaine biodiversité. Est-ce qu'il y a eu un petit diagnostic pour savoir ce que vous alliez gêner comme habitat Alors c'était une intervention sauvage de la nature sur la toiture. C'était pas prévu de base qu'elle soit végétalisée. Oui, mais donc il y avait une biodiversité qui s'était installée. Est-ce que vous avez fait un petit diagnostic pour savoir quelles étaient les populations que vous alliez déranger en enlevant la végétalisation? Non, mais en même temps, ça nous fait tous sourire, mais ça fait partie. C'est un des problèmes de la rénovation, de faire baisser la biodiversité. Oui, et comme notre objectif est aujourd'hui de plutôt faire progresser la biodiversité, on se doit de se poser ce genre de questions. Donc c'est pas agréable, parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de ça, mais voilà. Là, la vraie difficulté, c'est qu'on commençait à observer des beaux sujets, des grands arbres qui poussaient en toiture, et qui n'étaient pas du tout adaptés en termes de poids à être par rapport à la structure portante de la toiture. C'était un charme qui poussait? Ah, c'était sympa ça. C'était des bouleaux, je dirais. Des bouleaux même? Ouais, d'accord. On aurait pu avoir des acacias, ça aurait été pratique. On a opté pour une toiture technique assez simple avec une isolation très performante. Alors la cour d'école, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été traitée? Alors, la cour d'école n'a pas été traitée parce qu'elle ne faisait pas partie intégrante de notre projet. Je pense que le projet sortirait aujourd'hui, je pense qu'on verrait les choses différemment et qu'on aurait probablement travaillé sur une renaturation des sols. C'est typiquement ce qui s'est passé sur une autre rénovation thermique d'un établissement à Nantes, où l'idée c'était de travailler sur toute l'enveloppe du bâtiment et puis est intervenue en cours de projet la renaturisation de la cour de l'école du Coudray. Donc ça viendra un jour ou l'autre peut-être dans le plan du département. Alors,
Il y a encore... Ah non, attendez, c'est vous qui avez le micro. Et je crois que j'ai des questions par là. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est que vous avez affiché qu'il y avait une diminution énergétique de 70%, mais en vrai je crois que c'était plutôt 30%. Donc je voulais savoir si vous aviez eu un suivi spécial pour la mise en œuvre, je ne sais pas, peut-être que les isolants ont pris l'eau ou alors l'étanchéité à l'air, je ne sais pas. Et la deuxième question, c'est concernant le Q4 que vous avez annoncé, le 0,8 m3 par mètre carré. Est-ce que c'est une valeur mesurée ou alors c'était un objectif? Et si c'est ce que vous avez obtenu, je trouve que c'est performant, donc je voulais savoir comment vous avez fait. Merci. Première question, redis-moi. Première question. C'était Sur la performance, La annoncé performance. 70% Oui, oui. et en réalité 30%. Donc oui, sur ce bâtiment, souvent en rénovation, il y a deux trames de calcul. Soit on est en RT par élément, qui est très simple, soit en RT global. Donc ça dépend de l'emprise du montant de votre travaux. En l'occurrence, là, on était en RT global. Donc ça nécessite une modélisation globale du bâtiment, de l'état initial et de l'état projet. Et c'est dans ce cadre de référence qu'on compare les consommations initiales d'un bâtiment qui est pas bien isolé et ensuite un bâtiment projet où on a réisolé, on a rénové les systèmes, etc. Donc ça, c'est un calcul qui est théorique, forcément. On atteint des pourcentages de gains qui sont théoriques, qui sont basés sur des consommations on va dire, de référence, qui sont ciblées dans le calcul. Et à ma connaissance, il n'y a pas forcément eu de suivi des consommations, c'est plutôt le département qui fait l'exercice en interne pour voir à peu près, pour comparer sur quelle valeur ils atterrissent, parce que forcément, il y a un délai aussi, une fois que le projet est terminé, d'occupation, saison de chauffe, etc., pour voir à peu près sur combien ils atterrissent. Donc voilà, il y a pas, nous, en tout cas, il n'y a pas eu cette démarche. On a de plus en plus de projets où c'est demandé, il y a même des fois un engagement sur les performances qui est demandé, donc ça en a de plus en plus, mais sur ce dossier-là, on visait une performance pour se rapprocher du BBC Renault, comme disait Madame Derrielic. Là, dans le calcul théorique, on va au-delà. Après, en termes de consommation réelle, forcément, il faut que la démarche elle est faite par le département. Et a priori, c'est moins performant que la théorie, mais il y a quand même des gains. Voilà, ça reste positif. Et il y avait une deuxième question. C'était sur la performance de l'étanchéité à l'air. Oui, alors l'étanchéité à l'air, effectivement, alors là c'est particulier, puisqu'en fait on ne touchait pas au doublage intérieur, on ne faisait que la reconstitution d'encadrement. Donc en fait, on a défini un principe constructif pour les façades bois qui intégrait un pare-pluie qui faisait aussi office également d'étanchéité à l'air. Donc c'est un principe de pose qui est particulier, avec des produits assez particuliers, des détails architectes aussi qui sont spécifiques pour les liaisons entre les fenêtres et cette membrane. Et après, de mémoire, alors à ma connaissance, il n'y a pas eu d'essai, si je ne dis pas de bêtises, ça date un peu. Il y en a eu, ouais. On avait fait un prototype. Je vais vous donner le micro parce que comme on est enregistré... Il y avait eu un prototype, en fait, on voulait voir déjà, ne serait-ce que le rendu façade, voir comment ça allait fonctionner et voir tous les détails de finition intérieure, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune fenêtre qui était aux mêmes dimensions d'ailleurs. Et donc il y a eu un prototype fait sur 2 salles de classe, rez-de-chaussée et premier étage, et on avait fait un test d'étanchéité à l'air sur en fait ce petit volume-là, pour vérifier déjà si, avant de généraliser la démarche à tout l'établissement, il n'y avait pas des couacs, etc. Je me souviens qu'on avait eu un sujet sur les extractions d'air de chez Renson, parce qu'en fait Renson vend son produit comme n'étant pas étanche. Ce qui nous a posé des vraies difficultés en fait quand on a fait ce test sur le prototype. Le 0,8 c'était bien l'objectif effectivement, et je sais qu'on a fait à l'échelle du bâtiment global des tests, et je vous avouerai que c'était il y a 3 ans et que j'ai pas vérifié la valeur, il y a 2 ans pardon. Là j'avouerai que vous m'avez tous un peu perdu, mais ceux qui ont pu suivre tant mieux. Alors vous avez une question ? Oui, bonjour. J'avais une question pour vos bruits de soleil et votre façade bois. Vous avez parlé de FLJ. Est-ce que vous savez, est-ce que du coup c'est la seule manière d'occulter le soleil de l'extérieur, et est-ce que vous avez des retours sur ça, et est-ce que vous avez autrement vraiment des rideaux qui viennent occulter le soleil? Alors, en effet, il y a 2 aspects. Il y a le premier, c'est cette volonté de briser les rayons du soleil avant qu'ils pénètrent à l'intérieur des salles de classe. Donc on a travaillé sur un dosage du déport de cette façade filtrante
pour permettre justement du nombre porté suffisante pour le confort à l'intérieur des salles de classe. Et la volonté également du département était d'avoir de l'occultation au sein de chaque salle de classe. On a un petit doute quand même quand on voit, avec la distance entre les pieux d'acacia, Oui. on se dit que on voit bien le geste architectural, on voit moins le La brise soleil. performance que ça peut provoquer. Et donc ça a été calculé. Et ça a été calculé, oui. Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, initialement, on avait des petits caillebotis qui étaient prévus en linéaire, qui étaient intégrés dans l'image concours architecte. Et ceci, en fait, au fil des études, on a essayé d'étudier, voir si on pouvait s'en affranchir. Et en l'occurrence, au-delà des troncs, parce qu'effectivement, ils sont assez fins, on a dû quand même jouer sur la qualité des vitrages. On a des vitrages à contrôle solaire qui sont modérés, parce que souvent il y a un impact visuel sur la finition des vitrages. Et ça fait partie, voilà, il y a forcément un cumul, là il y a les troncs et il y a aussi la qualité des vitrages qui a été utilisée pour en fait à la fois limiter les apports lumineux vis-à-vis du confort thermique pour éviter que ça surchauffe, mais tout en gardant quand même un apport lumineux suffisant pour le confort visuel dans les locaux. Et là, en fait, ils sont aussi en position verticale. On imagine que si vous aviez mis des brise-soleil en position horizontale, on aurait un impact beaucoup plus fort, peut-être sans avoir besoin de vitrage spécifique. Sur cette façade sud, si vous voulez bien prendre le micro. Sur cette façade sud, il était effectivement initialement prévu des brises-soleil horizontales dans l'épaisseur de cette façade filtrante pour justement travailler sur l'exposition sud. Après, les simulations qu'on a pu réaliser étaient plutôt favorables à ce système-là. Il a fallu trouver un bon dosage entre l'écartement, la crainte également des usagers de voir trop sombre. Que ce soit trop sombre, que ce soit trop... Voilà, de perdre les vues sur l'extérieur. Donc là, il y a eu un dosage, une sorte de compromis de trouver, voilà, pour maintenir justement un confort. Et donc, alors, on a eu quelques étés chauds et c'est les plus frais qu'on aura sur les 50 prochaines années. Est-ce qu'on a déjà des premiers retours? Alors, Madame Erianic, peut-être que vous avez un retour non, vous n'avez pas précis, encore. parce que moi, j'en ai pas eu beaucoup depuis la livraison on sait, alors, je parlais de lycée tout à l'heure en disant bien, mais on sait qu'il y a eu au moins un lycée, là en septembre, qui a fermé parce qu'il faisait trop chaud. C'est ça. Où on avait dépassé les 35 degrés dans les salles de classe. C'est un peu ce que je disais justement sur cette approche de bon sens au début, c'est-à-dire que... C'est un lycée qui n'a jamais été rénové depuis qu'il a été construit dans les années 90. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à s'extraire de toutes ces simulations thermodynamiques et des modes de calcul qui ne prennent plus en compte ces épisodes de forte chaleur sur des périodes qui ne sont pas prévues être en surchauffe. Les fichiers critiques qui nous permettent d'aller... Alors, je vais vous donner la parole, comme ça vous allez nous donner un conseil. Non, effectivement, sur les fichiers moyens, on n'est plus sur la réalité des choses, il ne faut pas se voiler la face. Et souvent, on nous demande, les référentiels ne sont pas forcément encore prévus pour aller sur des fichiers critiques. Néanmoins, certains commencent à l'intégrer. Et on peut avoir des fichiers caniculaires, des choses comme ça, des fichiers météo qui viennent un peu regarder une situation critique, finalement, ce qui va arriver. Donc, pour voir un peu comment le bâtiment va se... Il y a une double situation critique, c'est-à-dire on voit bien là, on est le 10 octobre passé, et il fait un temps de mi-septembre d'il y a 10 ans, et certainement pas un temps... Voilà. Et donc, ça s'élargit, donc forcément, les sites qui étaient inoccupés l'été, là, comme l'été va durer 4 mois à 6 mois, forcément on va être concernés, et évidemment avec des pointes qui seront bien au-delà. Comme je disais, c'est presque pas une blague, nous sommes en train de vivre nos meilleurs étés. Profitons-en, parce que ça s'améliorera pas. Donc forcément dans les calculs, on doit intégrer des calculs extrêmes. Parce que sinon, il y a un moment, on sera obligé de demander aux élèves de rentrer chez eux, ou ils ne seront pas venus chez eux d'ailleurs, que dans le collège. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions en dehors du confort d'été, qui est une vraie question qu'on doit se poser sur tous les établissements? Alors, mais oui, c'est vrai que tu avais une question. Oui, mais elle avait été répondue, c'était sur le confort d'été.
Une nouvelle, c'est sur les eaux pluviales en toiture. En fait, les réseaux, ils passent à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment? Parce que je sais que il y a eu des problématiques là-dessus sur les réseaux intérieurs qui peuvent amener des dégâts considérables parce qu'on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Quand on s'en rend compte, c'est vraiment tard. Et du coup, est-ce que comment c'était à l'état initial, comment c'est géré aujourd'hui, voilà. Et où est-ce qu'elles vont ces eaux pluviales? Est-ce que c'est dans le réseau ou est-ce qu'après il y a une gestion à l'interciel qui est prévue? Ah oui, vous n'avez plus de micro? Dans la conception initiale du collège, les eaux pluviales passent en intérieur. Et donc là, pour justement favoriser la maintenance de ces eaux pluviales et des interventions en toiture, nous avons rehaussé les acrotères d'1 mètre pour voilà, que les techniciens puissent travailler en toute sécurité et aller gérer la maintenance de ces bouches d'extraction des eaux pluviales. Après, au niveau de l'évacuation... Oui, en fait, la difficulté qu'on a eue là, sur ce projet de mémoire, c'est que les descentes d'eau pluviale qui sont à l'intérieur étaient en fibre-ciment. Donc déjà, voilà, il y avait cette contrainte amiante. Et après, nous, l'emprise projet concernait plutôt les bâtiments, pas forcément les surfaces extérieures. Donc forcément, voilà, le référentiel, dès qu'on touche à des surfaces extérieures, il faut regérer les EP, ce qui n'a pas forcément été le cas sur cette opération. Et il n'y a pas eu non plus de démarche de récupérer les eaux pluviales pour les réinjecter. Mais ça aurait pu être une idée, effectivement. Voilà. Après, je sais que Mme Darianic, il y a aussi, par rapport à la position du département sur la gestion des eaux pluviales, il y a des différents retours vis-à-vis de l'exploitation et puis aussi de la vision que les gens en ont, qui n'est pas forcément évidente. Donc, effectivement, on en parlait avant le démarrage de cette rencontre-là avec quelques-uns d'entre nous. On a expérimenté en fait sur des collèges la récupération des eaux pluviales toiture pour les réinjecter dans les sanitaires. En termes d'acceptation par les usagers d'une eau qui n'est pas tout à fait complètement transparente, ça a été compliqué. En termes de maintenance, ça a été compliqué. Il faut savoir qu'il y a une partie de la maintenance qui est gérée par le département, mais l'autre partie qui doit être gérée par les collèges, qui ne prennent pas toujours les contrats qui vont bien. Et j'imagine que dans les écoles et peut-être à la région, dans les lycées, c'est sans doute pareil. Et du coup, on a fini par avoir des installations qui ne fonctionnaient plus, qu'on ne maintenait pas, avec de l'appoint en eau potable qui était devenu la solution principale. Donc, pour l'instant, on a arrêté de mettre ça en œuvre. On va peut-être y revenir. Après, sur nos centres d'intervention routier, on prévoit, pour le coup, on a un gros maillage, là, un gros travail sur nos centres d'intervention routier en réhabilitation et en construction neuve. Là. Et on prévoit des cuves pour récupérer nos eaux pluviales toiture et pour les réinjecter et les réutiliser sur notre site, en fait. Mais dans les collèges, pour le moment, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va sans doute y revenir par la force des choses, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Alors j'en profite pour indiquer à l'assistance que le CSTB à Nantes est bien connu pour sa soufflerie climatique, mais ils ont aussi un bâtiment à l'échelle 1 sur 3 étages pour faire circuler de l'eau et faire des expérimentations sur l'eau, et en particulier sur cette question-là. Donc le bâtiment et le laboratoire s'appelle Aquasim, et ils sont ils cherchent à développer des partenariats. Vous pourriez élaborer une expérimentation avec eux. Je suis sûr qu'il y a aussi de quoi obtenir des financements pour ce type d'expérimentation-là, pour voir ne serait-ce qu'aussi la question de l'appropriation par les usagers. Ils travaillent aussi sur ces questions-là. Donc je vous invite à vous rapprocher du CSTB de Nantes et de son laboratoire Aquasim. Moi j'avais une question sur l'intérieur. Vous avez choisi du contreplaqué de peuplier. C'est un contreplaqué très blanc, avec un aspect très agréable. D'abord, sa provenance, peut-être d'Espagne, mais est-ce que vous l'avez trouvé en France, peut-être, parce qu'il y a aussi des rouleurs en peuplier en France. Et puis la question de l'entretien, parce que il est blanc, il est très beau, et donc il peut être un peu salissant. Donc comment est-ce que vous avez prévu ça ? Alors sur la question d'entretien, je peux répondre très facilement, c'est-à-dire que voilà, ces caissons préfabriqués, donc en peuplier, ont été vernis, et donc il n'y a aucune salissure possible. Au niveau de la provenance, je vous avoue que c'est pareil, ça fait 3 ans, je ne me souviens plus précisément d'où. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question ? Parce qu'on est sur la fin, là, donc c'est maintenant. Oui, monsieur ?
je reviens rapidement sur le soleil. Est-ce que vous avez, est-ce que du coup cette distance-là qu'il y a, qu'on voit là parfaitement, elle suffit à par exemple à bloquer tellement le soleil, par exemple pour des vidéoprojecteurs. Moi, c'est plus ces vidéoprojecteurs et ces conforts-là des usagers. Vous parlez de la profondeur de fenêtre Oui. La profondeur de fenêtre doit jouer un peu sur le. Ça doit jouer un peu. Alors, ce que vous intérieur. percevez à peine sur cette image, c'est qu'il y a des rideaux occultants qui sont justement dans cette embrasure de fenêtre justement pour la projection. On les voit à peine là, oui. On les voit à peine, mais ils sont tous rabattus sur la côté gauche. Mais il y a voilà, on sait faire le noir dans les salles de classe. Le filtre solaire en extérieur, non, c'est pas du tout le but. D'accord, merci. Encore une question? Sur la conception, est-ce que la menuiserie posée plus en tunnel qui permet d'avoir une casquette de protection solaire naturelle amène pas aussi naturellement du confort? Parce que là, elle est posée en extérieur. Elle est posée en extérieur, oui. Est-ce que, alors après, peut-être qu'avec le principe constructif, c'était difficilement envisageable, justement. Tu te souviens? Oui. En fait, elle est posée en applique intérieur sur le FOB. Donc forcément, elle est côté extérieur, mais elle est quand même sur la surépaisseur de façade, elle est déjà un peu déportée. Et effectivement, le mode constructif amène à ce que la menuiserie soit plutôt à l'extérieur, donc forcément, on sera obligé de reconstituer un encadrement. Ça fait partie des modélisations, forcément, c'est pris en compte. La position de la menuiserie, on la simule. Et après, voilà, malheureusement, si c'était une pose classique, on aurait pu envisager de la poser en intérieur, etc. Mais là, c'est pas forcément le cas, donc on s'est adapté. Quelle épaisseur à peu près la FOB? Souvent, c'est à peu près. Alors qu'on avait un double complexe. La FOB faisait une épaisseur classique de 14,5 d'épaisseur sur des montants tout à fait classiques. Et en plus de ça, du fait de la conception du collège avec certaines inclinaisons de façade, nous sommes venus à poser une isolation complémentaire pour rattraper le nu total de la façade. Donc en fait, il y a une double isolation qui s'opère sur la façade extérieure. Très bien, on va vous remercier. Ah, Christine Collant, une dernière question. Bonjour, oui, donc Christine Collant, agence K Architecte. J'avais une question plus un peu pour vous, madame. Si vous refaisiez la même opération aujourd'hui, est-ce que vous avez chez vous des gens pour faire cet exercice-là, pour refaire le programme, exactement le même sujet, mais aujourd'hui, puisque ça bouge très vite, les contraintes, et on voit que finalement, par rapport à ce qu'on fait, on fait au mieux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on n'est pas à nos objectifs, donc en fait on rame à l'envers. Donc est-ce que ce retour sur résultat, sur l'expérience, vous avez une démarche par rapport à ça? J'ai l'impression que vous avez tellement de collèges qui se ressemblent, c'est que le prochain il est toujours mieux que le précédent, non? Alors là, ce que je disais, on a une opération qui commence en travaux avec Mabie Reich là, à Clisson, à Caco, et il y a du PV sur le toit, par exemple. Donc, voilà, c'est des choses qu'on aurait peut-être étudiées si on refaisait le programme aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait rajouté 1 million pour aller jusqu'à l'éclairage aussi, parce que là, on arrivait au bout du bout de l'exercice financier, on ne pouvait pas. Le brise-soleil individuel par fenêtre de mémoire, c'était 800 € hors taxe. Donc quand j'ai vu le coût à la télé, clairement, voilà. Enfin, c'est des choix, en fait, c'est des arbitrages qui se font parce que oui, c'est sûr que c'était très, très, très efficace, sauf qu'en fait, on ne pouvait pas se le permettre. Donc voilà. Après, ce que je disais, des fois, sur certains collèges, on est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que tout faire d'un coup, c'est aussi très très lourd en fait à porter pour le collège, et parce que quelque part, faire 5 millions par 5 millions, des fois c'est plus acceptable pour tout le monde. Bon, ça veut dire qu'on revient aussi 3 fois sur 3 opérations successives, mais en général on est plutôt bien accueillis quand les 2 premières sont bien passées et ils sont contents de la 3e. Mais oui, on reverrait forcément les choses différemment, on verrait forcément les objectifs différemment en termes peut-être, je sais pas, on n'a pas revu en interne, nous, nos objectifs d'isolation. C'est-à-dire qu'on a un service énergie des bâtiments en interne qui nous fixe des isolants. En général, on va un peu embêter les architectes, les bureaux d'études là-dessus parce qu'on estime que leur R, ils sont jamais suffisants.
On n'a pas revu ça en fait récemment. On n'a pas revu ça. On sait que l'objectif c'est le confort d'été. On sait que le photovoltaïque, il faut qu'on y aille parce que ne serait-ce qu'en autoconsommation, voilà, sur la facture énergétique, on a besoin d'y aller. C'est ce que je disais en fait. Il y a 5-6 ans, on disait le montant de l'opération c'est tant. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que dans la discussion et les arbitrages politiques, on verrait les choses différemment. Merci beaucoup. Et alors le mot de la fin pour... Oui, juste pour rebondir sur cette situation, voilà, le projet a été mené en 2019. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons cranté vers des objectifs encore plus importants. Il y a une prise de conscience encore beaucoup plus importante. Et donc, je pense que les prochaines opérations seront de plus en plus vertueuses, justement. Donc, super. Merci à vous pour votre attention. Merci à toutes et à tous. On fait une pause d'un peu moins d'une demi-heure. On se retrouve à 11h15 avec la régénération et la renaturation d'une cour d'école. Pas à Blain, à Donge. Super projet. Et puis après, on aura une présentation par le CAUE d'une vision un peu globale de toutes ces questions.